Leçon 1 14 août. Élagabal, le jeune empereur pervers qui transforma Rome en un temple de sang et d'orgie. https://www.youtube.com/watch.2 =2-9 Nézéa. Dans les annales de l'histoire romaine, peu de personnages ont suscité autant de controverses et de fascination que Marc-Aurèle Antonin Auguste, connu dans l'histoire sous le nom d'Élagabal. À seulement 14 ans, ce jeune Syrien monta sur le trône du plus puissant empire que le monde ait jamais connu, apportant avec lui des pratiques religieuses et des comportements personnels qui choqueraient même les citoyens cosmopolites de Rome. S'ensuivit un règne de 4 ans qui bouleversa toutes les conventions de la société, de la politique et de la religion romaine. L'histoire d'Élagabal ne se résume pas à un excès impérial ou à une folie juvénile, elle illustre une collision entre l'Orient et l'Occident, entre les valeurs romaines traditionnelles et les pratiques religieuses étrangères, entre les normes de genre établies et l'expression radicale de soi. Son règne allait révéler les failles de la société romaine et contribuer à la crise plus large qui allait affliger l'Empire tout au long du IIIe siècle. Pour comprendre l'ampleur de ce que représentait Élagabal, il faut d'abord saisir le contexte de son époque. Le début du IIIe siècle fut une période de changement sans précédent pour Rome. L'Empire avait atteint son apogée territorial sous Trajan, mais des fissures commençaient à apparaître. La pression militaire des tribus barbares, l'instabilité économique et les bouleversements politiques créèrent un climat d'incertitude qui allait définir cette époque. La dynastie des Sévères, dont Héliogabal était issu, avait porté les influences africaines et syriennes au plus haut niveau du pouvoir romain. Son arrière-grand-oncle, Septime Sévère, avait établi cette dynastie grâce à la puissance militaire, et ses successeurs continuèrent de s'appuyer fortement sur l'armée pour leur légitimité. Cette dépendance militaire allait s'avérer cruciale pour comprendre comment un jeune prêtre syrien avait pu devenir empereur de Rome. La Syrie elle-même était une terre de civilisations anciennes et de religions exotiques. Pendant des siècles, elle avait été un carrefour où les cultures grecques, perses, romaines et sémitiques se rencontraient et se mélangeaient. Les traditions religieuses de cette région étaient bien plus anciennes que Rome elle-même, leurs racines remontant à l'aube de la civilisation. La divinité solaire Élagabal, dont Élagabal deviendrait le prêtre, représentait l'une de ces anciennes traditions. Le culte d'Élagabal était centré sur une pierre noire sacrée, considérée comme une météorite, conservée dans un magnifique temple d'Émèse. Cette divinité était associée au soleil, à la fertilité et à la royauté divine. Les rituels qui l'entouraient étaient élaborés, impliquant musique, danse et pratiques que les Romains trouveraient profondément étrangères. Les prêtres d'Élagabal exerçaient une influence considérable sur la société syrienne, remplissant des fonctions non seulement religieuses, mais aussi politiques. Julia Domna, impératrice syrienne et épouse de Septime Sévère, avait introduit ces influences orientales au cœur du pouvoir romain. Sa sœur Julia Maesa et ses nièces Julia Soaemia et Julia Mamaea perpétueraient cette tradition, exerçant une influence bien au-delà de celle dont bénéficiaient traditionnellement les femmes romaines. C'est ce réseau de femmes syriennes puissantes qui allait orchestrer l'ascension au pouvoir d'Élagabal. La situation politique qui permit à un jeune prêtre de devenir empereur commença avec l'assassinat de Caracalla en 217 après Jésus-Christ. Macrin, le préfet du prétoire qui orchestra la mort de Caracalla, prit le pouvoir mais échoua à s'assurer la loyauté des légions orientales. Les femmes syriennes de la famille impériale saisirent l'occasion et commencèrent à comploter pour reprendre le pouvoir. Julia Maesa, exilée par Macrin, lança une conspiration soigneusement planifiée. Elle répandit la rumeur selon laquelle son petit-fils Élagabal était en réalité le fils illégitime du populaire empereur Caracalla. Cette affirmation, vraie ou inventée, conférait la légitimité dynastique nécessaire pour défier Macrin. Le jeune prêtre, avec sa ressemblance frappante avec Caracalla et son charisme exotique, devint le point focal d'une rébellion qui allait ébranler l'Empire. La révolte éclata en mai 218 après Jésus-Christ au camp légionnaire près d'Émèse. Julia Maesa avait soudoyé des officiers et des soldats importants en leur promettant des dons et des augmentations de soldes. Lorsqu'Élagabal se présenta devant la 3e légion gauloise, vêtu de pourpre et se proclamant fils de Caracalla, les soldats le proclamèrent empereur. La rébellion se répandit rapidement dans les provinces orientales,
la nouvelle de la filiation revendiquée du jeune empereur et de ses généreuses promesses parvenant aux autres légions. Macrin, surpris par la rapidité de la révolte, tenta de la réprimer militairement. Cependant, ses forces furent définitivement défaites à la bataille d'Antioche en juin 218 après Jésus-Christ. L'empereur, qui se croyait en sécurité, vit son soutien s'évaporer, légion après légion se déclarant en faveur du jeune prétendant. Macrin s'enfuit vers Rome mais fut capturé et exécuté avant de pouvoir atteindre la capitale. La victoire d'Antioche fit d'Élagabal, à l'âge de 14 ans, le maître de l'Empire romain. Cependant, le véritable pouvoir résidait dans sa grand-mère Julia Maesa et sa mère Julia Soaemia, qui avaient orchestré son ascension. Ces femmes comprenaient que pour conserver le pouvoir, il fallait gérer avec soin l'armée et le Sénat romain. Ce qu'ils n'avaient peut-être pas anticipé, c'était la façon dont leur jeune marionnette allait développer son propre programme. Le voyage de Syrie à Rome dura plus d'1 an, durant lequel Élagabal consolida son pouvoir et commença à révéler sa véritable nature. Contrairement aux jeunes empereurs précédents, qui se contentaient de laisser les régents gouverner en leur nom, Élagabal manifesta très tôt une détermination à exercer une véritable autorité. Ses premiers actes comprenaient l'exécution des partisans de Macrin et la nomination de ses propres alliés à des postes clés. Durant cette période de transition, des rapports inquiétants commencèrent à parvenir à Rome concernant le comportement et les intentions du nouvel empereur. Des rumeurs circulèrent sur ses pratiques religieuses exotiques, son apparence atypique et ses projets de transformation de la religion romaine. Les Romains traditionalistes, déjà méfiants à l'égard des influences orientales, commencèrent à s'inquiéter de ce que ce prêtre empereur syrien allait apporter à leur ville. L'entrée d'Élagabal à Rome en 219 après Jésus-Christ marqua le début de l'un des règnes les plus controversés de l'histoire romaine. Le jeune empereur n'arrivait pas comme un général romain traditionnel célébrant un triomphe, mais comme un potentat oriental paré des atours de la royauté syrienne. Son apparence à elle seule choquait les Romains, il portait des robes de soie, un maquillage sophistiqué et des bijoux qu'aucun Romain n'aurait osé porter. Plus inquiétant que son apparence était ce qu'il apportait avec lui, la pierre noire sacrée d'Élagabal. Cette météorite, soigneusement transportée d'Émèse, devait être installée dans un nouveau temple sur le mont Palatin. Pour les Romains, il s'agissait d'un acte de révolution religieuse sans précédent. Jamais auparavant une divinité étrangère n'avait été élevée à une telle importance au cœur de leur empire. Ajoutant simplement un autre dieu au panthéon romain, il proclama Élagabal divinité suprême, supérieure à Jupiter lui-même. Les dieux romains traditionnels devaient être subordonnés à cette divinité solaire syrienne. L'empereur lui-même servait de grand prêtre aux dieux, accomplissant des rituels quotidiens que les Romains trouvaient étranges et dérangeants. Les rituels entourant Élagabal comportaient des éléments contraires aux sensibilités religieuses romaines. Musique sacrée, danse extatique et processions élaborées devinrent monnaie courante dans la capitale. L'empereur lui-même participait à ces cérémonies, vêtu de ses plus beaux atours sacerdotaux, dont des robes flottantes et une couronne ornée de joyaux. Pour les Romains conservateurs, ces manifestations constituaient une attaque fondamentale contre leur tradition religieuse. Les aspects sexuels et de genre de ces pratiques religieuses se sont révélés encore plus controversés. Le culte d'Élagabal comprenait des rituels de fertilité et des expressions religieuses fluides en termes de genre, profondément enracinés dans la tradition syrienne, mais totalement étrangers à la pratique romaine. La participation d'Élagabal à ces rituels, notamment son adoption de vêtements et de maniérismes féminins lors de certaines cérémonies, scandalisa la société romaine. Les relations personnelles de l'empereur devinrent une source constante de commérage et d'indignation. Son mariage avec Julia Paula, une noble romaine respectable, dura moins d'1 an avant qu'il ne divorce pour épouser Aquilia Sévra, une Vestale. Cette union violait l'un des tabous les plus sacrés de Rome, les Vestales étaient consacrées à la déesse Vesta et liées par des vœux de chasteté. Ce mariage fut perçu à la fois comme un sacrilège et une atteinte à la loi religieuse romaine. Les relations d'Élagabal avec les hommes furent encore plus choquantes pour la sensibilité romaine. Des sources historiques, notamment Dion Cassius et Histoire d'Auguste, décrire ses mariages avec des partenaires masculins, y compris sa relation avec un cocher nommé Hiéroclès, et plus tard avec un athlète nommé Zoticus. Ces relations se déroulaient selon la cérémonie du mariage, Héliogabale adoptant le rôle d'épouse.
L'expression de genre de l'empereur devint de plus en plus fluide et controversée. Des sources le décrivent portant perruque, maquillage et vêtements féminins, et souhaitant être appelé « impératrice » plutôt que « empereur ». Certains témoignages suggèrent qu'il aurait eu recours à des interventions médicales pour modifier son anatomie, offrant d'énormes récompenses à tout médecin capable de le transformer physiquement en femme. Si l'exactitude historique de ces affirmations est controversée, elle reflète le profond malaise suscité par son comportement. Les implications politiques de ces changements personnels et religieux furent considérables. Le Sénat romain, déjà méfiant à l'égard des influences orientales, se vit contraint de participer à des rituels qu'il jugeait dégradants et étrangers. Les sénateurs étaient tenus d'assister à des cérémonies religieuses où ils étaient témoins de pratiques contraires à leur conception du comportement romain. Le mépris de l'empereur pour les traditions militaires romaines s'avéra tout aussi problématique. Si les empereurs précédents avaient au moins maintenu un semblant de valeur martiale, Élagabal ne manifesta guère d'intérêt pour les affaires militaires, si ce n'est pour s'assurer la loyauté de la garde prétorienne par de généreuses donations. Son apparition lors des cérémonies militaires en tenue orientale, son manque d'intérêt pour les campagnes frontalières et son élévation de prêtre civil à des commandements militaires ont aliéné le corps des officiers. Les politiques économiques menées sous Élagabal reflétaient à la fois l'extravagance de la cour syrienne et le manque de cohérence de l'empereur avec les réalités fiscales romaines. Les dépenses massives consacrées aux cérémonies religieuses, les cadeaux somptueux aux favoris et la construction de nouveaux temples pesaient lourdement sur le trésor impérial. Les vertus romaines traditionnelles de frugalité et de retenue furent abandonnées au profit des concepts orientaux de magnificence royale. La cour impériale devint un théâtre d'excès qui horrifia les Romains traditionnels. Des banquets élaborés proposaient des mets exotiques, des divertissements incluant des actes que les Romains considéraient comme pervers, et un niveau de luxe dépassant même les excès notoires de Caligula ou de Néron. L'empereur lui-même présidait ces rassemblements, vêtu de costumes qui changeaient à plusieurs reprises au cours d'un même événement. Les intrigues de palais atteignaient des sommets de complexité, tandis que diverses factions rivalisaient d'influence sur le jeune empereur, courtisans syriens, sénateurs romains cherchant à maintenir leur influence, commandants militaires et dignitaires religieux, tous manœuvraient pour occuper des postes importants. Les membres de la famille de l'empereur se sont retrouvés à marcher sur une ligne délicate entre le soutien à son programme et la protection de leur propre position. La transformation du palais impérial en un véritable complexe de temples syriens représentait une manifestation concrète de la révolution culturelle entreprise par Élagabal. Les éléments architecturaux romains traditionnels furent complétés ou remplacés par des motifs décoratifs orientaux. La pierre sacrée d'Élagabal était conservée dans un sanctuaire spécialement construit qui dominait le complexe palatial. La vie quotidienne au palais était centrée sur les pratiques religieuses, qui exigeaient de plus en plus de temps et de ressources. Chaque jour, de multiples cérémonies nécessitaient la participation de l'empereur et de sa cour. Ces rituels duraient souvent des heures et impliquaient des pratiques que les observateurs romains trouvaient épuisantes et inutiles. L'insistance de l'empereur à présider personnellement chaque cérémonie impliquait que les affaires de l'État étaient fréquemment interrompues ou retardées. La pression psychologique exercée sur ceux qui étaient contraints de participer à ces cérémonies était immense. Sénateurs et fonctionnaires romains se voyaient contraints d'assister et parfois de participer à des rituels contraires à leurs croyances religieuses et à leur conditionnement social. Certains s'adaptèrent en considérant ces exigences comme des formalités diplomatiques nécessaires, tandis que d'autres commencèrent à s'opposer. Les diplomates étrangers et les dignitaires en visite furent soumis aux mêmes exigences cérémonielles, provoquant des incidents internationaux qui entachèrent la réputation de Rome. Les alliés traditionnels se sont retrouvés incertains quant à la réponse à apporter à un empereur qui semblait plus intéressé par les rituels religieux que par l'art de gouverner. Les nations ennemies ont commencé à considérer Rome comme affaiblie par les conflits internes et un leadership distrait. La réaction de la population romaine à ces changements fut mitigée, mais de plus en plus négative. Si certains citoyens manifestèrent initialement de la curiosité pour les pratiques orientales exotiques, la plupart finirent par s'indigner de la perturbation de leurs pratiques religieuses traditionnelles. L'exigence de l'empereur de modifier les fêtes romaines en l'honneur d'Élagabal suscita un profond ressentiment parmi les citoyens ordinaires. Les jeux de gladiateurs, piliers du divertissement populaire romain, furent modifiés pour y intégrer des éléments religieux,
ce qui réduisit leur attrait. Les chasses aux bêtes traditionnelles et les démonstrations de combat furent remplacées ou complétées par des spectacles religieux que le public trouvait ennuyeux et incompréhensibles. Les apparitions de l'empereur lui-même lors de ces événements, vêtus de ses insignes orientaux, suscitèrent des réactions de plus en plus hostiles. Les conséquences économiques du règne commencèrent à affecter les Romains ordinaires. L'augmentation des impôts finança les projets religieux de l'empereur et les extravagances de la cour. Les marchands virent leurs activités perturbées par la fréquence des fêtes religieuses et des exigences cérémonielles. Les artisans furent mis à contribution pour créer des objets et des décorations religieuses destinés à d'innombrables cérémonies. La situation militaire se détériora, la défense des frontières étant négligée au profit des cérémonies de cour. Les rapports d'incursions barbares se multiplièrent tandis que l'empereur se concentrait sur les questions religieuses. Les officiers vétérans commencèrent à se demander si un chef plus intéressé par ses devoirs sacerdotaux que par la stratégie militaire pouvait efficacement commander les légions romaines. L'administration provinciale a souffert, les gouverneurs et administrateurs se voyant contraints d'appliquer des changements religieux auxquels les populations locales résistaient. Dans certaines régions, notamment dans les provinces occidentales, une rébellion ouverte contre les politiques religieuses impériales a commencé à émerger. La réponse de l'empereur a généralement consisté à augmenter les sanctions en cas de non-respect plutôt qu'à répondre aux préoccupations sous-jacentes. Le point de rupture survint lorsqu'Élagabal commença à s'immiscer dans les coutumes matrimoniales et les structures familiales romaines traditionnelles. Sa promotion de pratiques et de relations sexuelles que les Romains considéraient comme déviantes créa une crise de légitimité sociale. Lorsqu'il tenta d'officialiser ces changements par des réformes juridiques, la résistance se transforma en opposition active. Julia Maesa, la grand-mère de l'empereur qui avait orchestré son ascension au pouvoir, commença à reconnaître que son règne menaçait la survie de la dynastie. Des communications secrètes avec les principaux commandants militaires et sénateurs ont révélé un consensus croissant sur la nécessité d'un changement. Le défi consistait à trouver un successeur capable de maintenir l'influence syrienne tout en abandonnant les aspects les plus controversés du programme d'Élagabal. Le choix d'Alexandre Sévère, cousin d'Élagabal, comme alternative représentait une tentative calculée de préserver la stabilité dynastique. Alexandre était plus jeune, plus malléable et, surtout, n'avait pas été associé à l'extrémisme religieux qui caractérisait le règne de son cousin. Julia Maesa commença à cultiver soigneusement le soutien en faveur d'une transition qui éliminerait Élagabal tout en maintenant le contrôle familial. L'opposition militaire à Élagabal se concentrait sur la garde prétorienne, dont la loyauté avait été maintenue par de généreuses rémunérations, mais dont la patience commençait à s'épuiser. Le mépris de l'empereur pour les traditions militaires, l'élévation de favoris incompétents à des postes de commandement et son désintérêt évident pour les affaires militaires avaient aliéné même ceux qui bénéficiaient de ses largesses. La conspiration qui allait mettre fin au règne d'Élagabal commença à prendre forme au début de l'an 222. Parmi les principaux participants figuraient sa propre grand-mère, des sénateurs influents, des commandants prétoriens et même des fonctionnaires de la cour, lassés des exigences cérémonielles constantes. Le complot exigeait une coordination minutieuse pour garantir une transition rapide et décisive. L'état psychologique de l'empereur lui-même était devenu de plus en plus instable à mesure que l'opposition à son règne s'intensifiait. Les sources historiques décrivent des épisodes de paranoïa, de colère et de comportements irrationnels suggérant que la pression du pouvoir avait de lourdes conséquences. Sa réponse aux critiques consistait généralement à durcir les peines et à accroître la fréquence des pratiques religieuses. Les signes avant-coureurs de la crise imminente se multiplièrent tout au long de l'hiver 221 à 222 après Jésus-Christ. L'isolement croissant de l'empereur par rapport à ses sources de soutien traditionnelles, conjugué à son incapacité apparente à reconnaître l'ampleur de l'opposition à sa politique, créa une situation où un changement violent devint presque inévitable. Même ses plus proches partisans commencèrent à prendre leur distance à mesure que la situation politique se détériorait. L'assassinat d'Élagabal eut lieu le 11 mars 222 après Jésus-Christ, lors d'une cérémonie qui aurait dû être de routine au camp prétorien. L'empereur s'y était rendu avec son cousin Alexandre Sévère pour s'adresser aux gardes, ignorant que cette visite faisait partie d'un complot soigneusement orchestré. À son arrivée,
il se retrouva face à des gardes qui avaient déjà déclaré leur soutien à Alexandre. La scène qui suivit fut à la fois chaotique et brutale. Elagabal tenta d'affirmer son autorité, mais constata que sa présence habituelle et autoritaire n'avait aucun effet sur les soldats qui avaient décidé de l'écarter. Ses tentatives de fuite furent vaines, les conspirateurs s'étant préparés à toute éventualité. Le jeune empereur, qui avait autrefois imposé une obéissance absolue, était désormais impuissant face aux forces mêmes qui l'avaient porté au pouvoir. L'assassinat d'Elagabal fut rapide mais complet. Les récits contemporains décrivent comment l'empereur de 18 ans fut abattu par de multiples assaillants, lui ôtant toute chance de survie. Sa mère, Julia Soaemia, qui l'avait accompagné au camp, subit le même sort. La faction syrienne de la dynastie fut éliminée en quelques minutes. L'élimination des corps constituait un acte ultime de rejet de tout ce qu'Elagabal avait représenté. Plutôt que de bénéficier de la crémation et de l'enterrement traditionnel accordé aux empereurs romains, les corps furent traînés dans les rues de Rome avant d'être jetés dans le Tibre. Ce traitement, généralement réservé aux criminels de droit commun et aux traîtres, envoyait un message clair sur la manière dont l'histoire jugerait son règne. Au lendemain de l'assassinat, les innovations religieuses et sociales d'Elagabal furent systématiquement effacées. La pierre sacrée d'Elagabal fut restituée à la Syrie. Les temples dédiés à la divinité orientale furent reconsacrés aux dieux romains traditionnels, et les exigences cérémonielles qui avaient dominé la vie de la cour furent abandonnées. Alexandre Sévère, guidé par sa mère Julia Mamaea et sa grand-mère Julia Mesa, a initié une restauration des pratiques romaines traditionnelles. Point damnation de la mémoire. Les mesures imposées à Elagabal furent complètes, mais leur succès fut limité. Si les documents officiels furent modifiés et les inscriptions modifiées, le souvenir de son règne persista dans les récits historiques et la mémoire populaire. L'extrême portée de ces innovations a assuré qu'elles resteraient dans les mémoires, ne serait-ce que comme exemple de ce qu'il ne fallait pas faire pour gouverner Rome. L'appréciation historique d'Elagabal a considérablement évolué au fil des siècles. Des historiens antiques comme Dion Cassius et les auteurs de l'histoire d'Augusteil le dépeignaient comme un monstre de dépravation dont le règne représentait tout ce qui n'allait pas avec l'influence orientale sur la culture romaine. Les chroniqueurs médiévaux ont largement accepté cette évaluation négative, y ajoutant leurs propres jugements moraux sur son comportement sexuel et religieux. Les chercheurs modernes ont tenté de distinguer les faits historiques des préjugés antiques, reconnaissant qu'une grande partie de ce que nous savons d'Elagabal provient de sources hostiles à son règne. Les historiens contemporains reconnaissent que les auteurs romains étaient prédisposés à considérer les pratiques orientales comme corrompues et efféminées, ce qui rendait difficile une évaluation objective des innovations réelles de l'empereur. La question de l'identité de genre d'Elagabal a particulièrement retenu l'attention des chercheurs modernes. Certains historiens soutiennent que les sources antiques décrivent ce qui serait aujourd'hui reconnu comme une identité transgenre, faisant d'Elagabal le premier souverain transgenre de l'histoire. D'autres soutiennent que son comportement doit être interprété dans le contexte des pratiques religieuses syriennes, plutôt que des concepts modernes d'identité de genre. Les innovations religieuses tentées par Elagabal constituent un exemple précoce du type d'expérimentation religieuse syncrétique qui allait se généraliser à la fin de l'Empire romain. Sa tentative de créer une divinité solaire suprême anticipait certains aspects des réformes religieuses mises en œuvre ultérieurement par Constantin. Cependant, ses méthodes et son calendrier rendirent sa réussite impossible. Les leçons politiques du règne d'Elagabal vont au-delà des questions de politique religieuse et sociale. Son histoire illustre les dangers d'une déconnexion entre les dirigeants et les sociétés qu'il gouverne. Aussi absolu que puisse paraître le pouvoir d'un dirigeant, il dépend en fin de compte du consentement ou de l'assentiment des principaux groupes sociaux. Lorsque ce consentement est retiré, même les empereurs sont vulnérables. Le rôle des femmes syriennes dans l'ascension et la chute d'Elagabal illustre la complexité des dynamiques de pouvoir au sein du système impérial romain. La décision de Julia Mesa de sacrifier son petit-fils pour préserver le pouvoir dynastique montre comment le calcul politique pouvait prendre le pas sur la loyauté familiale. La transition réussie vers Alexandre Sévère a prouvé que la conspiration avait été soigneusement planifiée pour minimiser les perturbations. Les aspects économiques et administratifs du règne d'Elagabal nous éclairent sur les défis pratiques auxquels l'Empire romain était confronté au IIIe siècle.
Ses dépenses extravagantes et son manque de défense des frontières contribuèrent à des problèmes qui allaient affliger ses successeurs. Les ressources financières de l'Empire, bien qu'imposantes, n'étaient pas illimitées, et son irresponsabilité fiscale eut de réelles conséquences. La dimension militaire du règne révèle l'importance croissante de l'armée dans la succession impériale. Si les formes constitutionnelles traditionnelles furent préservées, le pouvoir réel reposa de plus en plus sur ceux qui pouvaient s'assurer la loyauté militaire. La négligence d'Elagabal pour les affaires militaires finit par s'avérer fatale à son régime. L'impact culturel du règne s'étendit au-delà de ses conséquences politiques immédiates. Le conflit entre traditions orientales et occidentales qui caractérisa le règne d'Elagabal reflétait des tensions plus larges au sein de l'Empire autour de l'identité et de l'appartenance. Ces tensions allaient continuer d'influencer la société romaine bien après la mort de l'empereur. Le traitement historiographique d'Elagabal soulève d'importantes questions sur la manière dont les personnages historiques non conformes au genre et à la diversité sexuelle ont été représentés. Les sources antiques hostiles ont peut-être exagéré ou déformé certains aspects du comportement de l'empereur pour alimenter des arguments politiques sur l'influence orientale et les valeurs romaines. Des découvertes archéologiques récentes, réalisées à Émèse et sur d'autres sites syriens, ont apporté un nouvel éclairage sur les traditions religieuses qu'Elagabal tenta de transposer à Rome. Ces découvertes suggèrent que ces innovations étaient moins étranges d'un point de vue syrien que ne le suggéraient les sources romaines, et représentaient de véritables pratiques religieuses plutôt que des perversions personnelles. Les dimensions psychologiques de l'histoire d'Elagabal continuent de fasciner les chercheurs et le grand public. Les pressions du pouvoir absolu sur un adolescent, combinées au bouleversement culturel qu'implique le passage de la Syrie à Rome, ont créé des conditions que peu d'individus auraient pu gérer avec succès. Son apparente incapacité à faire des compromis ou à s'adapter aux attentes romaines pourrait refléter à la fois des traits de personnalité et un conditionnement culturel. L'héritage d'Elagabal dans la culture populaire a été largement façonné par le côté sensationnel des récits antiques. Des peintures de la Renaissance aux romans et films modernes, il a été dépeint comme un symbole de décadence et d'excès sexuel. Ces représentations populaires nous en disent souvent plus sur les sociétés qui les ont créées que sur l'empereur lui-même. L'importance historique plus large du règne réside dans ce qu'il révèle sur la capacité de changement et d'adaptation de l'Empire romain. Bien que les innovations spécifiques d'Elagabal aient été rejetées, l'Empire allait finalement connaître des transformations religieuses et culturelles presque aussi radicales. Son échec résultait peut-être davantage d'un mauvais timing et de méthodes inadaptées que de l'impossibilité du changement lui-même. En fin de compte, l'histoire d'Elagabal nous rappelle avec force la complexité de l'interprétation historique et les dangers du pouvoir absolu. Qu'il soit considéré comme un innovateur incompris, un adolescent souffrant de troubles mentaux ou un symbole de la corruption orientale, il demeure l'une des figures les plus fascinantes et les plus controversées de l'histoire. Son bref règne a mis en lumière les tensions et les possibilités au sein de la société romaine, qui allait continuer à influencer le développement de l'Empire bien après sa mort violente. L'empereur, qui cherchait à transformer Rome selon sa propre vision, est finalement devenu un exemple édifiant quant aux limites du pouvoir impérial et à l'importance de comprendre les sociétés que l'on cherche à gouverner. Son héritage continue de susciter débats et réflexions sur le pouvoir, l'identité, la religion et la nature même de la vérité historique. En tentant de remodeler Rome à son image, Elagabal a au contraire assuré sa propre destruction et créé un puzzle historique qui continue de défier les érudits et de captiver l'imagination plus de 18 siècles après.